une des traditions du Centre d'histoire sociale du XXe siècle, dès l'origine, lorsqu'il ne portait pas ce nom, lorsqu'il s'appelait le Centre d'histoire du syndicalisme, que d'avoir des relations suivies, étroites, dans lesquelles chacun conserve sa personnalité avec les acteurs sociaux, et en particulier avec les syndicats, avec lesquels nous organisons des colloques, des journées d'études, avec lesquels nous travaillons, chacun restant dans sa responsabilité, mais avec des échanges qui ont jusqu'à présent toujours été fructueux. Le centre avait, dans la suite de ce qu'a dit Michel, le centre avait déjà organisé en 2003 un colloque sur la naissance de Force ouvrière, donc la première période du temps du secrétariat de Robert Bottreau de 1948 à 1963. En quelque sorte, ce volume constitue la seconde étape de l'histoire de Force ouvrière, qui reste d'ailleurs, on reviendra peut-être là-dessus, qui reste insuffisamment connue et de ce point de vue, le centre apporte sa modeste pierre à cette réalisation. Alors les meuniers du social, c'est un clin d'œil à André Bergeron, qui était célèbre pour une formule qu'il répétait à satiété. Lorsqu'il y a du grain à moudre, nous sommes là pour en bénéficier. Donc les meuniers du social étaient ceux qui participaient à la meunerie de cette farine. Donc le thème que l'on avait choisi cette fois, FO et les pratiques contractuelles et le paritarisme, mettait l'accent sur un deuxième aspect de l'identité de Force ouvrière. Le premier, celui que rappelait Michel, c'est celui des origines, c'est le ciment anticommuniste, c'est empêcher que le syndicalisme soit sous la mainmise d'un parti politique, et en l'occurrence le Parti communiste pour la CGT. La deuxième identité de FO, c'est d'être un syndicat réformiste, même si tous les membres de FO ne se revendiquent pas du réformisme. Et pour FO, cela se traduit par une adhésion très forte, même si historiquement elle n'allait pas de soi autant qu'on le dit aujourd'hui à FO, à des pratiques, à des relations contractuelles, manière d'échapper à une vie sociale régie par la loi et donc par l'État, et d'autre part des relations suivies, inscrites dans la durée à travers le paritarisme. Tous les militants de FO s'inscrivent-ils ou pas dans cette forme de contractualité du paritarisme? Alors c'est une question que nous avions déjà abordée lors du premier colloque sur Force ouvrière, et il est vrai qu'à l'origine, Force ouvrière a d'abord été proche du Parti socialiste, ce qui n'est pas une surprise. Néanmoins, on avait constaté que dans les années 50, au début des années 60, se traduit un processus lent de détachement, sans bruit, sans heurts, sans conflit, mais enfin quand même, on voit que Force ouvrière prend une certaine distance par rapport au Parti socialiste. Ensuite, dans la période que nous étudions, on voit, et je renvoie aussi à la thèse de Craillon, le fait que des militants de courants politiques très divers, pour ne pas dire opposés, appartiennent à Force ouvrière, mais évidemment, ils ne se revendiquent jamais de leur appartenance politique quand ils sont dans Force ouvrière, et ce qui constitue un peu de ciment de tout ceci, c'est que Force ouvrière, plus sans doute que tout autre syndicat, met l'accent sur son indépendance. Ça, c'est vraiment quelque chose qui tient comme un prunelle de ses yeux. C'est un vieux principe du syndicalisme français qui remonte à la charte d'Amiens, mais que FO ne cesse de revendiquer. Elles sont étranges. Elles sont étranges dans la mesure où Force ouvrière se réclame donc du réformisme, en fait un des ciments de son organisation, et en même temps, les relations par exemple avec la CFTC qui devient CFDT pendant la période que l'on couvre, ou bien avec la Fédération de l'éducation nationale, dont la majorité est de sensibilité très proche de Force ouvrière, ces relations sont compliquées. Elles sont compliquées, d'une part, pas autour de la question
de l'anticléricalisme, qui est une des valeurs de Force ouvrière, mais plus sérieusement autour de la vie contractuelle et après. Au fond, pour et faux, la vie contractuelle se suffit à elle-même. Et c'est aussi un des aspects de la neutralisation de Force ouvrière. Force ouvrière n'a pas de projet de société. Force ouvrière se veut un syndicat qui essaie d'obtenir le mieux compte tenu du rapport des forces du moment, mais ne se projette pas au-delà. Alors que la CFTC, puis la CFDT plus nettement encore, elle, se veut porteuse d'un projet de société, et sur les questions qui vont faire l'identité à un moment de la CFDT de l'autogestion, ça, pour Force ouvrière, c'est inenvisageable, à la fois pour des raisons d'indépendance politique, mais aussi, et c'est comme ça que c'est combattu à l'intérieur de Force ouvrière, parce que ça peut mener à l'intégration. On pourra ajouter que par rapport à la CGT, il y a évidemment l'anticommunisme qui continue, parce que ça, je veux dire, les choses évolueront peut-être, mais bien après notre période, grosso modo après 1989-1991, mais le projet que la CGT soutient du programme commun, évidemment, est l'horreur pour Force ouvrière, qui n'en veut pas et qui le dit, et qui d'ailleurs sera extrêmement critique par rapport à ce qui est quand même curieux aussi, à l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1980. Notre préoccupation sera naturellement de préserver la politique conventionnelle, ce qui suppose la préservation de la liberté de négociation des salaires, des conditions générales de travail dans le cadre des conventions collectives. La politique de Force ouvrière demeurera la même. Nous n'avons nullement l'intention de faire de la démagogie et de la surenchère, parce que nous connaissons encore une fois la réalité des choses. Nous nous conduirons en un mot comme nous nous conduisons depuis toujours. C'est-à-dire vous ne changerez pas d'attitude. Est-ce que vous n'étiez pas plus dur avec M. Barre ou l'équipe qui s'en va qu'avec l'équipe qui arrive? Non, nous serons la même chose. Écoutez, vous savez bien ce qu'on a dit de nous autrefois. Le président de la République qui vient d'être élu a indiqué un certain nombre de choses. Il faudra regarder ce qui relève du domaine réglementaire, ce qui relève du Parlement, ce qui relève de la convention collective. Nous allons tenter de convaincre M. Mitterrand, mais je crois que c'est son opinion, qu'il conviendra de laisser au plan des conventions collectives tout ce qui pourra être resté dans ce cadre-là. Je crois que c'est nécessaire à tous égards. Et vous êtes contre toute idée de nouveau Grenelle. Ça n'a jamais été votre... Je crois que ce serait une erreur. D'ailleurs, à ma connaissance, M. Mitterrand l'a lui-même reconnu. Je crois qu'une vaste conférence qui aurait pour ambition de tout résoudre au cours de 2 ou 3 jours de discussion ne serait pas une bonne méthode. Et par rapport à la FEN, j'avais oublié d'en parler, là aussi, d'abord il faut savoir que jusqu'en 1954, il y a eu adhésion commune possible à FO et à la FEN, comme c'était d'ailleurs le cas aussi avec la CGT. La FEN, le courant majoritaire de la FEN est issu de Force ouvrière. Bon. Mais la FEN, à la fois pour des raisons, je dirais, de positionnement catégoriel, le monde des fonctionnaires et à l'intérieur du monde des fonctionnaires, celui des enseignants, la FEN joue la carte d'une organisation qui peut être le point de passage, le point de rencontre avec les différentes organisations syndicales, donc y compris la CGT. Et ça, pour FO, ça n'est pas possible. Et les relations, précisément, se détériorent avec la FEN quand FO a l'impression que la FEN va dans une ligne d'unité, d'action avec la CGT. On trouve des bastions d'abord dans le personnel des fonctionnaires, de la fonction publique, de certains secteurs, je pense à l'armement. On la trouve aussi forte chez les postiers. On la trouve d'abord faible chez les métallurgistes, elle se renforcera ensuite. Et géographiquement, évidemment, il y a certains bastions mais assez variables finalement. Plutôt le Midi, on va dire. Plutôt le Midi du point de vue de la géographie, très peu l'Ouest, peu la région parisienne, longtemps.
au sujet des bastions, alors c'est vrai, Michel a raison, la fonction publique est un bastion de force ouvrière. À l'intérieur de force ouvrière, un tiers à la moitié des adhérents viennent de la fonction publique. Ce qui d'ailleurs ne facilite pas les rapports internes, parce qu'une telle force sur la Confédération, ça crée des jaloux, ça crée de la méfiance, mais le fait est que c'est un bastion. Et alors ensuite, quand on regarde dans le détail, par exemple pour la Poste, alors c'est vrai que la Poste est une zone forte pour force ouvrière, mais d'abord, contrairement à ce qu'on a longtemps dit, EFO n'y arrive pas en tête, et ensuite, EFO est plutôt présent chez les receveurs, chez les cadres moyens, que, disons, chez les facteurs, pour aller vite. Et ainsi, quand on examine les choses de près, c'est aussi la même chose, par exemple, dans la métallurgie, dans lesquelles EFO, au départ, démarre très faible. Il démarre faible, sauf chez les agents de maîtrise. Et bon, il va renforcer sa position par la suite dans la métallurgie en élargissant au-delà des agents de maîtrise. Et puis, finalement, dans la dernière période, EFO Métallurgie est influente, mais peut-être davantage chez les agents de maîtrise de nouveau. Bergeron marque très fortement son empreinte, on le verra d'ailleurs après 1981, mais au terme de notre période où l'arrivée de Marc Blondel marquera quand même un nouveau tournant plus peut-être contestataire de force ouvrière, mais André Bergeron, pour en revenir à lui, n'est pas le seul, et en préparant ce colloque, nous avions interviewé un certain nombre de responsables, je pense à Antoine Fesch, nous avions envisagé, nous n'avons pas pu le faire hélas, d'interviewer Maurice Derlin, qui était entre guillemets le pape de la sécurité sociale, qui a un terrain tout à fait important d'intervention de force ouvrière. Nous avons interviewé Paulette Hoffmann, donc je dirais il n'y avait pas contre Bergeron, mais évidemment il représente, il symbolise en quelque sorte cette organisation, et nous avons choisi aussi cette période parce qu'elle correspond à un moment où, comme tu le disais, il y a du grain à moudre, et effectivement à partir de 1980, on entre dans une période un peu différente. Elle est adhérente de la Confédération internationale des syndicats libres à l'époque, hein, et elle en est une des ailes marchantes. Alors à la fois, je dirais, c'est réciproque, à la fois elle soutient cette CISL quand elle est créée, hein, en 1949, et puis ensuite la CISL l'aide aussi, c'est indéniable, et elle est dedans, en quelque sorte, longtemps, elle est parmi ceux qui gardent l'orthodoxie anticommuniste de la CISL. Alors là, il y a beaucoup à faire, et c'est une question à laquelle nous avions déjà réfléchi lors du colloque précédent. Je veux d'ailleurs citer ici le nom du collège chambellan qui était justement intervenu auprès de Marc Blondel pour que ce colloque ait lieu. On sait que les syndicats, les organisations syndicales s'occupent beaucoup plus de leurs archives depuis 20-25 ans. Force est bien de reconnaître que sur ce terrain, Force ouvrière a un certain retard qui est admis par les responsables de force ouvrière, non pas qu'il n'y ait pas d'archives, mais il y a insuffisamment de politique d'archives, de collecte d'archives, et je veux dire, là-dessus, il y a fort à faire. Alors, c'est le rapport à l'histoire, hein, de force ouvrière qui peut être aussi regardé de ce point de vue-là. Alors, aussi à l'organisation. Force ouvrière a hérité de la CGT le principe fédéraliste. Et je dirais que les pratiques contractuelles et la forte technicité de ces pratiques ont conduit à une forte personnalisation du syndicalisme force ouvrière. Et au fond, ce qui vaut au niveau de la Confédération vaut aussi au niveau des fédérations et ensuite des syndicats. Et au fond, beaucoup de militants de force ouvrière ont tendance à considérer que les archives de l'organisation sont un peu leurs archives, ce qui ne facilite pas la collecte de ces documents. Mais par rapport à l'histoire, alors c'est compliqué. Force ouvrière se veut l'héritière du mouvement ouvrier et de la CGT. Elle continue la CGT à laquelle elle fait référence à travers la charte d'Amiens et en tout cas son interprétation de la charte d'Amiens.
Donc, on verra régulièrement, les 1er mai de Force ouvrière sont l'occasion de rappeler le glorieux passé au XIXe siècle. En même temps, les relations entre Force ouvrière et les historiens n'ont jusqu'au premier colloque, Oui, hein, jusqu'au premier n'ont colloque. jamais été très bonnes. Si on regarde l'historiographie de Force ouvrière, il n'y a pas grand-chose. Ou alors, ce sont des historiens, on va dire, amis ou proches de Force ouvrière qui ont écrit dessus. Et il n'y en a pas beaucoup. Et il n'y en a pas Il y en a beaucoup. pas beaucoup. Oui, on pourrait. Il y a Alain Bergougnou. Oui. On va le Oui, mais citer. enfin bon, son ouvrage est paru au début des 70. Donc, Absolument. Et il y avait une sorte de double méfiance ou incompréhension. Pour Force ouvrière, l'université, c'était les gauchistes, c'était les communistes, c'était un milieu dont il fallait mieux se méfier qu'autre chose. Et du côté des universitaires, il faut le dire aussi, Force ouvrière, le syndicat de la feuille de paix, du grain à moudre, c'était quand même moins héroïque, moins flamboyant que d'autres mouvements syndicaux. Donc, ces choses ont évolué, je dirais aussi parce que Force ouvrière, son ciment initial, l'anticommunisme, a perdu une bonne partie de son efficacité. L'adversaire s'étant ou recomposé ou évaporé, enfin comme on voudra. Et d'autre part, Force ouvrière a dû, sur le front contractuel et paritaire, faire face à de la concurrence, et en particulier à la concurrence de la CFDT recentrée. Et donc, Force ouvrière a un besoin d'histoire, désormais pour, en quelque sorte, saisir d'où vient le mouvement syndical et où elle se situe par rapport à cela. Et d'une certaine façon, on est arrivé un peu au bon moment. Il y avait une attente ou une demande qu'un regard extérieur et universitaire vienne non pas modifier le point de vue de Force ouvrière, on n'avait pas cette ambition, mais en même temps viennent leur donner un éclairage et leur permettre peut-être aussi de réfléchir. Ce serait une très bonne chose, soit en reprenant un certain nombre de questions qui n'ont pas été du tout abordées lors des 2 précédents colloques. Je pense par exemple à la question de l'UFO et la guerre d'Algérie, qui n'est quand même pas... qui est extrêmement importante. Je pense que, ou éventuellement, pourquoi pas, les historiens n'ont pas peur de travailler sur des choses assez présentes. Il faut du temps de Blondel, c'est-à-dire de 1989 au tournant des années 2000. C'est à voir, mais enfin bon, moi j'y serais évidemment tout à fait favorable. Il y a plein de choses, hein, y compris, c'est un maelstrom, il faut. Et dès qu'on commence à s'y intéresser, on voit une diversité d'individus. Nous, là, les 7 militants qu'on a interrogés, c'était 7 itinéraires complètement différents, des personnalités différentes. Et quand on creuse, l'organisation, les fédérations ne se ressemblent pas. Les syndicats ont des pratiques propres, affichées ou moins affichées. Et donc, il y a un besoin de pénétrer plus profond dans le fonctionnement, dans comment les décisions se prennent. Alors on a essayé de clarifier un petit peu certaines choses là-dessus dans cet ouvrage, mais il y a encore un immense champ de connaissances sur Force ouvrière.